quand je parle de cette première définition, le yoga est là pour nous faire prendre conscience de notre état d'union et de nous permettre d'y rester. Eh bien, ça dévoile beaucoup d'aspects de la pratique. Le premier aspect, c'est, on a parlé du corps, on va utiliser des asanas. Asana en sanskrit, ça veut dire assise, mais on va le traduire de façon plus, j'ai envie de dire plus grossière, plus vulgaire, par posture. Alors combien il y a de postures ? Si vous faites du yoga, peu importe le style de yoga, vous avez dû voir beaucoup de positions, et quelquefois différentes d'un professeur à l'autre. Selon les écoles même, des fois une même posture s'appelle de façon différente aussi. Donc tout ça, il ne faut pas trop s'en inquiéter. En fait, dès que notre corps peut prendre une forme particulière, eh bien, on appelle ça une posture. Donc vous voyez, là je vais inventer quelque chose. Si je monte mes bras de cette façon, c'est une posture. Si j'en monte un vers l'oreille, un autre ouvert sur le côté, c'est une posture. Si je mets mes mains sur les yeux, c'est une posture. Dès que notre corps prend une forme particulière, on appelle ça une position, un asana. Donc il y en a des centaines de milliers que le professeur peut créer lui-même, et c'est souvent ce que l'on fait quand on a une problématique physique. On n'arrête pas notre pratique, mais on va modifier comme ça l'asana. Mais il y a quand même une nomenclature officielle, allez, il faut bien rentrer un petit peu dans les cases, avec 84 postures codifiées. Certaines postures sont debout, d'autres sont couchées sur le dos. Il y a des positions inversées, des postures sur le ventre et des positions assises, comme je suis actuellement. Il y a un ordre un peu logique, debout et on finit au sol, mais quelquefois on peut faire une séance complètement au sol ou complètement assis. Le rôle des asanas, des postures de yoga, c'est de préparer petit à petit l'assise de méditation. Donc d'être bien dans l'assise dans laquelle je me trouve actuellement pour vous parler. Mais pas que. Je m'explique. N'importe quelle position de yoga va améliorer articulation, tendons, muscles, les viscères. Donc c'est ce qu'on appelle le système mécanique et le système physiologique. Si vous voulez, moi j'aime bien comparer le yoga à une séance d'ostéopathie. Que fait l'ostéo ? C'est un petit peu comme si vous allez au garage. Voilà, la voiture est cabossée, il y a quelque chose qui dysfonctionne, on pose la voiture au garage, on revient 2-3 heures après et nickel, la voiture peut repartir. C'est la même chose quand on va faire une séance chez un ostéo. Là, avec le yoga, vous faites votre mécanique par vous-même en utilisant toutes ces postures. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va développer une indépendance, une autonomie par rapport à notre propre corps et notre propre santé. Et on a beaucoup de chance quand on développe ça. On sait que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut le voir actuellement avec cette pandémie. Donc là, le yoga va vous donner les moyens, toutes les ressources nécessaires pour comprendre, connaître votre corps et améliorer son fonctionnement. Si vous avez une position de travail toujours la même, qu'est-ce qui se passe sur le long terme, la répétition, les années ? Automatiquement, la mécanique va coincer. Donc si vous connaissez les mouvements à faire, le soir vous rentrez du boulot, hop, tapis, ou vous choisissez sur Shiksha la bonne pratique et vous vous mettez à pratiquer une séance qui va dans votre sens, qui va dans votre équilibre. Les asanas, donc il y en a plein, ça sert à équilibrer notre mécanique et aussi le système physiologique. Il y a deux aspects très importants dans le système physiologique. Alors il y en a beaucoup, mais on va parler de ces deux aujourd'hui, sinon là je vais vous faire une vidéo live de 3 heures. Donc premier point important, c'est le système digestif. Le système digestif, c'est lui qui nous permet d'ingérer correctement ce que nous mangeons, de le digérer, de l'assimiler. Et cette assimilation transforme complètement l'énergie et l'amène dans les différents lieux du corps. Donc il faut un très bon système digestif pour avoir une bonne vie, une bonne énergie. Donc on va beaucoup bosser là-dessus en yoga, à tel point que pour vous dire, une séance classique de yoga, c'est environ 70% de la séance
concentré sur cet aspect-là qu'on appelle Agni, le feu digestif. Donc c'est quand même assez énorme. Et l'idée, c'est ça, c'est de transformer comme il faut l'énergie pour qu'elle infuse dans tous les lieux du corps. Le deuxième aspect au niveau du système physiologique, eh bien, c'est le sommeil. Oui, parce que c'est pareil que le système digestif. Si on se dérègle la nuit, c'est compliqué de trouver toute notre énergie pour faire nos actions. Quelquefois même, on est tellement épuisé qu'on abandonne l'action, qu'on ne peut plus rien faire. Donc pour sortir de ça, on va retrouver un bon sommeil avec la pratique de la relaxation, de la méditation et toutes les techniques de respiration que nous avons. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études scientifiques qui approuvent les théories du yogi et c'est un petit réglage par rapport aussi aux hémisphères du cerveau. Donc voilà pour les asanas. Il y a ensuite le travail respiratoire en yoga. On appelle ça le pranayama. Prana, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est partout, comme la lumière dans une salle ou la lumière qui reflète dans l'eau au clair de lune. Voilà ce qu'est le prana. Le prana, c'est ce que nous faisons entrer dans notre corps à l'intérieur à chaque nouvelle inspiration. Et ce prana, même chose que lorsque nous mangeons, il nous permet de faire fonctionner comme il faut le corps, mais aussi la machine qu'on a là-haut, qu'on appelle la tête, le cerveau, le mental. Et on parlait de déséquilibre, alors celui-là, franchement, c'est, on pourrait dire, celui qui est sur le podium, le best des déséquilibrés. On aimerait bien que ce soit différent, mais celui-ci, il y a tout le temps besoin de réajuster en profondeur. Et là, les exercices respiratoires, et tous les jours, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir en connaître ces techniques. C'est ce qui permet de faire le point avec soi-même. Ok, j'ai beaucoup de colère aujourd'hui. Une petite technique respiratoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système parasympathique, au niveau du cerveau, celui qui a tendance à s'emballer, à créer du stress? Je me pose et ça va beaucoup mieux. Et c'est quasi automatique, si vous voulez, quand on fait un exercice respiratoire, ça va aussi vite qu'un Doliprane quand vous avez mal à la tête. C'est absolument magique. Et en plus, c'est pas médicamenteux, c'est-à-dire que c'est complètement naturel. Vous pouvez le faire en autonomie et n'importe où vous êtes. Donc on a cet équilibre au niveau des exercices respiratoires pour notre mental. On parlait de la colère, mais il n'y a pas que la colère à transformer. Il y a aussi tous nos doutes qui nous empêchent de mettre un pied plus en avant que l'autre, nos différentes peurs qui vont nous tétaniser. Et la peur, voilà qu'est-ce qu'on est? On est figé comme ça et on ne peut plus rien faire. Et la vie, c'est l'inverse de la peur, c'est s'ouvrir, aller vers, tendre la main en direction d'eux, ressentir la confiance en l'expérience, ainsi de suite. Donc toutes les techniques respiratoires vont vous permettre de déverrouiller tous les nœuds du mental. Alors bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà que nous respirons constamment sans en prendre conscience, c'est-à-dire que jour, nuit, nous ne faisons que respirer. À partir du moment où nous venons dans cet univers jusqu'à la fin, nous respirons. Donc on a déjà quand même cette respiration, cette façon de canaliser notre mental, mais sans conscience. À l'inverse, ce qui va changer en pratiquant nos techniques, c'est que vous allez prendre conscience du souffle et donc prendre conscience de ce qui se passe au niveau de vos déséquilibres intérieurs. Prendre conscience, c'est avoir fait, 90% du chemin. Il reste 10%. Les 10% qui restent, c'est le temps. C'est l'engagement dans notre pratique, dans notre sadhana. Donc les exercices respiratoires, on les fait pendant toute la séance parce que dans nos postures, nous respirons en conscience. Et aussi, souvent en fin de pratique, alors ça peut arriver en début de cours, mais la plupart du temps en fin de pratique, puisque le pranayama fait aussi le lien avec la méditation. Dans une séquence de yoga, dans nos pratiques, vous trouvez aussi de la relaxation.
La relaxation, qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait se dire, c'est quelque chose de simple, je m'allonge et hop, je me relaxe. Bon, si c'était si simple, ça serait. La relaxation demande un entraînement. On pourrait aussi trouver comme synonyme lâcher prise. Lâcher prise à 100%, complètement. On parlait des peurs, on parlait des colères, on parlait des rancœurs, tous ces troubles au niveau du mental. Eh bien, pourquoi ça revient? Parce qu'on ne lâche pas. Donc, si vous apprenez à faire de la relaxation dans vos séances, après, il y a un automatisme qui s'installe et on arrive à se relaxer dans des situations intérieures beaucoup plus compliquées, y compris dans son lit, si on souffre d'insomnie. L'insomnie fait partie d'un des dérèglements du mental. Tout se résout avec la patience et avec l'entraînement de ces techniques. La relaxation, en général, on apprécie. C'est un petit peu, on est dans un cocon, on se laisse faire guider par le prof. Ok, mais petit à petit, vous allez aussi apprendre à devenir autonome dans cette recherche du grand lâcher-prise. On peut faire des relaxations des fois sur 1 heure, mais sinon, de façon plus classique, la relaxation vient en fin de cours. Dans une séquence de yoga, vous allez aussi trouver de la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? Je reviens au mot du début, le mot yoga, l'union. Rassembler les pièces du puzzle, se retrouver dans notre vraie nature. Et quand on rassemble ces pièces, le corps, le mental, la respiration et la partie plus subtile de l'être, qu'est-ce que nous avons? Simplement de la lumière. Donc méditer, c'est revenir dans cet état de lumière. Cet état qui nous appartient à tous les êtres vivants de cette terre avons cette même lumière à l'intérieur. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est en nous, mais c'est comme si nous étions aveugles. Et dans l'obscurité totale, des fois c'est difficile de la voir, cette lumière. On peut même quelquefois douter sur les êtres humains, le sens de la terre. On entend même à quoi bon, quand on allume la télé, les informations, on se dit oulala. Mais non, c'est pour ça que le yoga a un sens très important. Et comme je vous ai dit aussi, mon rêve, c'est qu'un maximum de personnes pratiquent et connaissent ces techniques, puisque ça nous ramène dans la lumière qui est là depuis toujours en nous. Quelquefois, on se dit, tiens, je suis un être, je pratique, je suis quelqu'un qui rayonne. Non, pas du tout. C'est simplement reconnaître cette lumière qui est là depuis toujours. Donc la méditation, comment ça se passe? On peut être allongé ou assis. On va dire que de façon classique, c'est plutôt assis, avec un dos bien droit, comme je suis présentée à vous ce soir. On ferme les yeux et on vit un état de silence. Alors le silence, c'est pas juste extérieur, ça serait trop bien, c'est surtout le silence intérieur. Plus de petits bavardages, plus de discussions avec les différentes voix qui s'animent en nous. Non, juste le silence et la réception de cette lumière. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de postures, il y a des techniques respiratoires, de la relaxation et de la méditation pour aller vers notre lumière intérieure. N'est-ce pas génial? Donc ça, c'est la façon dont est construit un cours classique de yoga. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu mieux ce qu'est le yoga, mais là, je vous ai défini surtout ce que l'on faisait sur le tapis. Les gens qui font du yoga sont souvent investis. Voilà, très souvent investis, pas que sur le tapis. Ils font du yoga tout le temps, quand ils mangent, quand ils parlent, quand ils dorment, quand ils sont avec les autres dans la relation. Pourquoi? Parce qu'autour du yoga, il y a une philosophie. La philosophie, c'est différent de la religion. Ok, c'est pas quelque chose qui nous enferme dans une petite boîte. Et c'est pas quelque chose qui nous sépare.
même si je suis persuadée, et ça c'est un point de vue qui m'est propre, que la religion est aussi faite pour nous ouvrir les uns avec les autres. Mais on peut voir quelquefois l'inverse, par une mauvaise compréhension de ces techniques. En yoga, c'est différent. La philosophie, la spiritualité, ce n'est que de l'ouverture. De l'ouverture à quoi? Aux autres. Et oui. Cette philosophie, on va la prendre ensemble sur Shiksha. Il y a des cours spéciales philo. Il y a différents moyens d'apprendre la philosophie et après de l'intégrer dans nos actions du quotidien. Donc la plateforme, c'est top, le meilleur des moyens. Vous avez aussi des livres et bien entendu, on peut apprendre la philosophie soit avec un professeur en individuel, soit dans des stages dédiés à cela. La philosophie du yoga, de quoi elle nous parle? Je vais être très précise et concise parce que sinon la visio pourrait durer là aussi des heures. Elle nous parle de l'expérience humaine, cette philosophie. Pourquoi l'être humain vient sur cette terre? Quel sens il y a à cette expérience? Comment peut-il s'équilibrer? Et aussi, comment sortir de la souffrance? Dans la vision yogique qui rejoint la vision bouddhiste, du moment qu'on est sur cette terre, qu'on ait une enfance sympa ou pas sympa, un boulot qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, peu importe, il y aura toujours de la souffrance. Alors, heureusement, pas tout le temps, pas tous les jours, mais des périodes de vie où, ben voilà, c'est costaud, il faut s'accrocher. On traverse des difficultés profondes qui nous touchent, à tel point que quelquefois on pense qu'on est seul à vivre ces difficultés. Donc selon cette vision yogique, il y a la souffrance sur terre. Mais pas que, on a vu que cet état d'union, c'était aussi la lumière. Là où il y a l'obscurité, il y a toujours la lumière et inversement. On nomme cela la dualité du monde. J'aime pas trop dire ça, c'est un petit peu trop enfermer les mots dans une case, mais pour que tout le monde comprenne bien, c'est comme si on disait il y a le bien et il y a le mal. Et ces deux aspects de l'expérience humaine sont tout le temps en train, soit l'un domine, soit l'autre domine, et ainsi de suite. Il y a un jeu perpétuel entre cette dualité. Donc quoi qu'on fasse, il y a des moments bien heureux, paisibles, c'est waouh, quel pied d'être sur terre, et d'autres moments où on se dit mais c'est l'enfer, j'ai qu'une envie, c'est de m'enfermer dans une grotte et de voir plus personne. Donc ça c'est le constat du yoga. Et dans notre philosophie, nous avons des textes qui sont aussi très anciens. Et c'est là qu'on revient à un yoga de tradition, puisque les textes, on ne les a pas changés. On a modifié les techniques posturales pour les adapter à notre société où le corps est beaucoup plus rigide qu'avant. Mais au niveau de la philosophie, c'est pareil depuis la nuit des temps. Donc vous prenez la philosophie du yoga et vous avez comme un mode d'emploi qui vous apprend comment vous comporter dans telle ou telle situation délicate. Mais ce n'est pas juste des conseils, ça va bien plus loin. Mode d'emploi, c'est ça, c'est OK. Comment j'appuie sur la machine pour dire stop à la colère? Comment j'appuie pour dire stop à la tristesse? Comment j'enclenche la joie dès le réveil? Comment j'anime la gratitude pour tous les êtres? Et ainsi de suite. Donc on a ce mode d'emploi et qui est facile. C'est pas quelque chose de compliqué, vous allez rentrer dans une étude barbante. Non, 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 pas du tout. Ce n'est que du bon sens. Oui, alors on l'a oublié ce bon sens. Quelquefois, on entend les anciens. Alors quand je dis anciens, on dit oui, les anciens disaient ça avant. Et on retrouve la philosophie du yoga. Donc ce bon sens, il existe dans l'univers, dans toutes les traditions du monde. Simplement avec le yoga, ça n'a pas changé. C'est toujours là. Et les yogis n'ont pas oublié cette tradition. Ce bon sens, comment vivre dans ce monde
qui est composé de dualité, de moments très joyeux et de moments plus... Voilà, vous avez compris. Donc on va avoir cette philosophie, et cette philosophie nous permet d'être différents. Oui, parce qu'on a tous envie de changer, mais il ne faut pas juste avoir envie, il faut changer. Et il faut avoir des ressources en soi pour changer. Si personne nous a appris comment faire, on ne peut pas y arriver, ce n'est pas possible. Alors oui, on va écouter les conseils des uns et des autres, mais là, avec la tradition philosophie du yoga, il y a tout ce qu'il faut. Et vous êtes bien accompagnés. Et sur Shiksha, je ferai très souvent des lives philosophie avec des thèmes que l'on va développer ensemble. Et vous pourrez me poser toutes les questions sur le chat du live et j'y répondrai avec grand plaisir. Cette philosophie va influencer notre vie. Et même pas que la nôtre, puisque si on change, qu'est-ce qui va se passer ? Ça change aussi dans la relation avec notre entourage. Et l'entourage proche, parce que les gens qu'on voit de temps en temps, bon, avec eux en général, on sait se tenir, hein, mais l'entourage proche, comment on est dans la relation avec les gens qui vivent au plus près de nous, au plus près de notre cœur. Et quelquefois, on manque peut-être un peu d'attention, de tendresse. Et on attend de l'autre qui nous donne cette tendresse. Mais c'est à nous d'abord de l'offrir. Et voilà tout ce que le yoga va nous permettre. À la fois nous, en appliquant cette philosophie, de mieux comprendre pourquoi on s'agite, la plupart du temps sans raison. Et ça va changer aussi la vie avec les autres, puisque notre transformation va influencer nos relations. Donc vous voyez, le yoga, c'est quelque chose de complet. Le corps va mieux, on équilibre cette énergie, le mental commence à se stabiliser, on ressent qu'on a une grande lumière et que les autres l'ont aussi. Et puis grâce à la philosophie, on peut pratiquer de plein de façons en bossant concrètement dans la relation à l'autre. À qui s'adresse le yoga ? À tout le monde. Et croyez-moi, lorsqu'on s'engage dans la voie du yoga, on ne s'ennuie pas. C'est pas je fais du yoga un jour et puis après je change d'activité. C'est tellement passionnant d'observer le comportement humain et tout le monde aime s'observer, tout le monde aime se regarder dans la glace. Même si on a des petits complexes, on aime bien se regarder. Tout le monde aime parler de lui ou écouter les autres. Donc vous voyez, ce travail relationnel, on y est tous passionnés. Et c'est ce que vous allez découvrir avec le yoga. Donc ça s'adresse à tout le monde. Y a-t-il des niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés ? Alors bien entendu, quelqu'un qui a fait 10 000 heures de pratique sur un tapis, il a une approche différente d'un débutant. Mais c'est plutôt, le niveau, c'est plutôt dans le temps, depuis combien de temps on pratique, que dans l'intensité posturale. Parce que vous voyez, mettre les 2 pieds derrière la tête, si on s'y entraîne, on peut tous le faire. Et c'est beaucoup plus facile qu'arriver à méditer et faire silence. Ça demande un apprentissage plus lent et plus profond. Et pourtant, si on regarde la forme extérieure, on pourrait se dire, tiens, celui qui met ses 2 pieds derrière la tête, il est plus fortiche que celui qui est assis en silence. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Quand on parle de niveau avancé dans la pratique, c'est plutôt quelqu'un qui est engagé depuis longtemps dans la voie du yoga. Un bon cours de yoga est adapté à tous. C'est-à-dire que le professeur doit savoir proposer une posture difficile, si on reprend les 2 pieds derrière la tête, avec une possibilité pour toutes les personnes qui n'ont pas cette aisance physique de le faire. Sur la plateforme et dans les cours live, vous verrez quelquefois, on dit voilà, là c'est un cours, si vous avez mal au corps, préférez cet horaire-là. Si vous voulez vraiment y aller au niveau physique, préférez cet horaire-là. Donc vous allez pouvoir sélectionner. Mais même dans ces cours plus ciblés, il y aura des indications pour tous.
Donc il n'y a pas besoin d'un niveau hyper élevé pour faire du yoga. Et si vous avez un niveau élevé, eh bien, il n'y a pas de souci, vous continuez. Donc vous comprenez, le niveau, ce n'est pas une qualité physique, c'est une qualité, une caractéristique du mental intérieur en yoga. Et ça ne se mesure pas à l'œil nu. Personne ne peut savoir où vous en êtes, sauf vous. Voilà par rapport au niveau. Maintenant, il peut y avoir des problématiques dans votre corps. Ces problématiques ne doivent pas vous arrêter, bien au contraire. Beaucoup d'activités physiques sont limitantes. Par exemple, vous êtes blessé à la cheville, vous avez une tendinite à la hanche, faut arrêter la course et le vélo. Voilà, vous avez un problème dans l'épaule, faut arrêter aussi de faire du tennis ou du sport de ballon, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir des contraintes dans ce que vous faites avec une pathologie physique. En yoga, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que chaque position peut être modulée, transformée par votre professeur. On ne s'arrête pas. Par contre, on modifie sa pratique. Ça, c'est sûr. Il faut avoir la sagesse de se dire « Ok, je vais au cours ce soir, je fais le live, mais je sais que j'ai les épaules bloquées, donc je vais écouter le prof quand il parle des indications spéciales pour les épaules. Et je ne pousse pas le bouchon trop loin. » Vous comprenez ? Donc ça, c'est essentiel. De s'autoriser à faire du yoga si on est bloqué dans le corps, à condition de l'adapter. Le yoga qu'on appelle Chikitsa, qui est le yoga individuel thérapeutique, est conseillé si vous êtes complètement bloqué. Donc il n'y a pas de contre-indication. Pour tout ce qui est cours en live, les femmes enceintes, je vous conseille aussi de bien le préciser dans le chat pour qu'on sache, on vous donne des petits conseils, vous personnalisez. Mais je ferai aussi un article sur le blog qui va ouvrir bientôt pour expliquer les contre-indications pour les femmes enceintes. Voilà, donc tout le monde peut faire du yoga, il s'adresse à tous. À quel âge on peut commencer ? Dès la plus tendre enfance. Et jusqu'à quel âge ? Alors là, ça dépend de chacun, mais si la machine le permet, et si le mental aussi, si tout va bien au niveau de la cognition, on peut continuer le yoga jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la fin. Le yoga nous accompagne, il se transforme en fonction de l'âge que nous avons et des difficultés physiques. Soyons clairs, quelqu'un qui a 20 ans a beaucoup plus d'aisance physique que quelqu'un qui en a 60. Et plus on avance dans l'âge, plus le corps se coince. Et ça, c'est normal. On accepte et surtout, on ne change rien. On accueille aussi les transformations physiques. Ok, donc aucun problème. L'âge n'est pas un facteur, personne ne s'ennuie au yoga, les problèmes physiques non plus. Donc c'est ok pour tous. Vous pouvez venir dans un cours sur Shiksha. Donc on a vu que le yoga était intéressant pour aller vers cette union, qu'il était ouvert à tous. Il n'y a pas de contre-indication, simplement on doit adapter si on a un blocage dans le corps physique. C'est une philosophie de vie, ça veut dire qu'on pratique en dehors du tapis. Et la chose la plus importante, il nous permet de nous reconnecter à cette lumière. Et la reconnexion à cette lumière, c'est le chemin spirituel. Je vais rajouter quelque chose. Il n'y a pas de pratique aussi complète, c'est-à-dire qui touche à tous les aspects de l'existence, de l'expérience humaine, que le yoga. Tout est pris en compte, et j'ai envie de dire tout est pris en charge par cette lumière. Donc mon conseil, c'est déjà de vous y mettre. Je vais maintenant terminer par l'autonomie. Oui, on s'y met avec ses professeurs. Est-ce qu'il vaut voir quelqu'un en direct si vous êtes que sur Shiksha de temps en temps? Yes, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de faire du collectif. Vous pouvez aller voir votre professeur pour des cours individuels. Il fera certainement un meilleur suivi.
L'autonomie, comment elle va se développer? Petit à petit. Première chose, j'apprends. C'est ce que veut dire aussi Shiksha, apprentissage. J'apprends en écoutant. Qu'est-ce que nous faisons à l'école? Nous sommes assis des heures et des heures sur les bancs à écouter, prendre des notes sur ce que disent nos professeurs. Et après, on a un job et on est seul, autonome. Qu'est-ce que font les enfants? Ils écoutent leurs parents pendant des heures et après, ils quittent le nid, ils s'envolent et ils sont autonomes. Même chose pour le yoga. Vous allez pouvoir découvrir beaucoup d'enseignants et d'enseignements avec la plateforme et j'en suis ravie. Vous allez pouvoir écouter, intégrer, pratiquer à l'aide de la voix et vous verrez que bientôt vous serez autonome. Chez nous, autonomie rime avec liberté. L'autonomie, c'est installer une routine. Tous les bénéfices dont je vous ai parlé, ils ne viennent pas comme ça d'un claquement de doigts. Ouais, ça serait bien. On est un petit peu impatient et on a envie que tout arrive instantanément, comme si quelqu'un avait une baguette magique et nous transformait. Ça, c'est pas possible. C'est seulement grâce à cette répétition quotidienne du yoga que vous allez recevoir tous les bénéfices. Bah oui, ça serait trop simple sinon. Mais vous savez, si on a tous les fruits, les bénéfices de façon immédiate, on s'ennuie. Et pour se divertir, on se dérègle. Donc c'est tant mieux de ne pas avoir tous les bénéfices tout de suite et de faire ce qu'on appelle un tapas, un effort pour pouvoir recevoir tous ces fruits petit à petit. Donc l'autonomie, elle va se développer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais chaque séance live, sauf la philo, mais chaque séance avec des postures, vous aurez la fiche téléchargeable. Et ça, c'est super, parce qu'une fois que vous avez intégré toutes les indications à la voix, vous imprimez votre fiche, vous verrez, c'est très bien expliqué avec les petits bonhommes, l'utilisation du souffle, vous la posez devant votre tapis et vous pratiquez avec. Et la dernière étape, c'est d'enlever la fiche et d'avoir tout mémorisé et la pratiquer juste grâce à la mémoire et la confiance. Donc vous voyez, on part du son, de l'écoute du professeur. Ensuite, on utilise la vision avec la fiche. Et après, c'est l'intégration. On n'est plus que connecté à notre respiration et on peut faire du yoga seul. Voilà un petit peu le processus dans lequel nous allons vous emmener dans tous ces cours live. Et c'est le processus du yoga. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit pour ce premier cours sur l'explication du yoga. Cette pratique qui va bien plus loin que des postures, qui s'étend dans votre quotidien, dans votre vie. Cette technique dans laquelle nous allons vous accompagner. Je dis nous parce que pour les cours live, nous sommes 4 professeurs que vous allez avoir la joie de rencontrer cette semaine et la semaine prochaine. Donc vous pouvez avoir confiance en nous et en le beau chemin que nous allons vous ouvrir. Et ça, c'est notre rôle en tant que professeur. On ouvre ce chemin pour développer l'autonomie et que l'élève rencontre sa propre lumière intérieure. Je tiens à vous remercier, toutes les personnes qui déjà nous ont fait confiance, toutes les personnes qui se sont inscrites sans même trop se poser de questions. Vraiment, merci du fond du cœur. Et voilà, j'espère que vous allez vivre une belle aventure avec nous, avec l'équipe de Shiksha. Et pour terminer, pour clôturer ce premier live, un petit temps de méditation. La méditation, je vais vous la guider. Ça va permettre d'intégrer tout ce que je viens de vous dire. Merci encore à tous. Je vous invite maintenant à prendre une position confortable. Si vous êtes bien en position allongée, allez-y, couchez-vous. Si vous voulez vous asseoir le dos droit, tant mieux. Si vous voulez vous adosser contre un mur, il n'y a pas de problème.
peu importe, la position qui vous convient. Fermez vos yeux. Donc, les premiers bénéfices que vous allez ressentir en pratiquant de façon régulière le yoga, c'est au niveau du corps. Je vous invite à prendre conscience de ce corps. Déjà son état. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il a de l'énergie ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il y a de la tension, de la crispation ? Et là où vous ressentez des zones plus raides à l'intérieur, plus contractées, volontairement lâchez. Je donne un exemple. Si c'est contracté dans l'abdomen, détendez le ventre et aussi toute la masse, les viscères. Si c'est tendu dans une épaule, détendez cette articulation, mais aussi l'omoplate ou la nuque, jusqu'au milieu du dos. Si vous sentez une tension vers un sourcil, détendez tout autour jusqu'à l'œil et le front, voire l'oreille. Continuez comme ça. Une autre pièce du puzzle, bénéfice du yoga, c'est pour l'énergie, la respiration. Je vous invite à prendre conscience du souffle. À respirer uniquement par le nez. Ressentir l'air qui frotte à l'intérieur des narines. Plutôt frais quand vous inspirez. Et le frottement est plutôt chaud à l'expire. Et ainsi l'énergie influence le corps et le tempère. Puis la pièce du mental. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau mental. Sans vous préoccuper des pensées. Elles sont là, elles passent les unes après les autres. Mais il n'y a plus de jugement de votre part. C'est comme si vous étiez en train de regarder vos pensées, comme au théâtre. Vous êtes extérieur au mental.
extérieur et conscient. Puis la dernière des pièces du puzzle, la partie plus spirituelle, l'être-té, l'âme. Pour la ressentir, je vous invite à placer les deux mains en contact avec la zone du diaphragme. C'est là qu'a lieu l'union, le yoga. Le lieu d'où jaillit la lumière. Il n'y a rien à faire, juste sentir les mains posées sur ce centre et apprécier l'instant. Ces simples observations, prises de conscience, ce sont des exercices que vous pouvez reproduire, soit le matin au réveil, soit le soir dans votre lit au moment de vous endormir. Bien, vous pouvez ouvrir les yeux, on a terminé ce tout petit temps de pratique. Bien sûr, je vais vous retrouver tout bientôt pour des temps plus longs. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, merci pour ce premier live qui encore une fois me remplit de joie. Je vous dis à très bientôt.